Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio Cessa la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous et surtout bonne année 2023. Voilà ce que je vous souhaite. Échappez à la morosité, connectez-vous à du positif, à la nature, à ce qui fait la richesse de nos territoires, à des rencontres avec des personnes authentiques qui ont plein de choses à partager, de l'humain, du vrai, du bon et du beau. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on aime mettre en avant dans C'est ça la France. Et pour que les fêtes soient belles, quoi de mieux qu'une jolie nappe qui va donner corps au décor? Le plus important reste bien évidemment de bien choisir la matière, la plus élégante possible et, si possible, made in France. Tout à l'heure, nous serons avec une ambassadrice. On ne peut plus engager dans la fabrication de nappes, de chemins de table, de voilages et de serviettes 100% françaises. Mais tout de suite, parce que nous sommes le 1er janvier 2023 et que nous allons à partir du 6 janvier, jour de l'épiphanie, dévorer pendant plusieurs semaines de la... Écoutez bien. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Et oui, à peine sortis des fêtes et des repas gargantuesques, nous allons dévorer avec bonheur de bonnes galettes pleines de beurre. Et ce qui fait le succès de cette galette, c'est la pâte feuilletée. Avec nous aujourd'hui, un frère et une sœur, mais surtout nous serons avec la sœur au téléphone, qui font le bonheur des pâtissiers et des boulangers de la France entière. Et en dehors de nos frontières, leur pâte feuilletée s'exporte également à l'étranger. Sud Radio Cessa la France. Et nous sommes avec Claude François. Bonjour Claude. Bonjour. De la pâte François. Bon, j'ai cherché une chanson de Claude François avec la pâte feuilletée, j'ai pas trouvé, puis je me suis dit, on doit tout le temps vous faire la blague. Ça fait souvent. Alors, vous avez sûrement, ça je le dis aux auditeurs, mangé sans le savoir de la pâte François, parce qu'on ne compte plus les pâtissiers, les boulangers, les traiteurs qui ne jurent que par cette pâte feuilletée. Je pense notamment au délicieux pâté Berrichon. Alors ça, c'est pour votre région, généreux, au bon goût de beurre. Alors Noël, l'épiphanie surtout, ce sont des moments, j'imagine, très importants pour la maison François. Ah oui, l'épiphanie, dont on enchaîne Noël sur l'épiphanie. L'épiphanie, c'est presque plus fort que Noël encore, quoi. Ça dure jusqu'à presque fin janvier. Puis il faut le dire, il y a de plus en plus de pâtissiers qui font appel à vous, de boulangers, parce que faire une pâte feuilletée, mais c'est difficile à faire, ça prend du temps. Rappelez-nous justement comment on fabrique cette pâte feuilletée. Alors, pour faire de la pâte feuilletée, il faut du beurre, de la farine, de l'eau, du sel, c'est tout. On n'y a pas de levure, il n'y a rien dedans. Non, mais c'est la main-d'œuvre et le temps que ça prend. Et nous, on met 2 jours et demi pour le faire, parce qu'en fait, c'est un système de pliage et de repos. Voilà, donc je vais pas vous faire je peux vous faire un cours. C'est un grand mot, je peux vous expliquer. En fait, en gros, une pâte feuilletée, là-bas, c'est une plaque de beurre que l'on emmitoufle d'une pâte qu'on appelle la détrempe. Donc ça, c'est une fois que c'est fait, c'est comme un coussin, en fait, on appelle ça un pâton. Et ce pâton, en fait, on va l'étaler 6 fois. On va le plier. Alors nous, c'est ce qu'on fait. On l'étale 6 fois. On le plie en 3 à chaque tour. On appelle ça donner un tour, ce pliage. Mais ce qui est très important, c'est le temps de repos entre chaque tour. Et nous, on a au minimum 3 heures entre chaque tour. Mais vous imaginez, pour un boulanger, le temps de faire ça, même pour un pâtissier, ça demande un temps fou. C'est beaucoup de temps. Et puis, pur beurre, ça demande aussi des conditions climatiques qu'ils n'ont pas forcément. Parce que nous, on travaille avec la clim, alors que en hiver, ça va, mais à partir du printemps, ça devient très problématique. Les ateliers qui n'ont pas la clim, le beurre fond très vite. Et pour la pâte feuilletée, c'est pas facile. Pour rien d'ailleurs. Voilà. Donc non, il faut des conditions climatiques, il faut une bonne technique, et puis il faut beaucoup de temps. Voilà. C'est ça, c'est cette succession de pliage, quoi. Former des strates de pâte, de beurre, et vous le disiez, la bonne température. Voilà, le secret, c'est puisque c'est une plaque de beurre qu'on emmitoufle de pâte et qu'on va allonger, plier, c'est qu'il y ait en permanence une homogénéité et la même consistance entre les deux matières, en fait, celle de la farine et celle du beurre, parce qu'en finale, c'est une succession de couches de pâte et de beurre et que si ça lève, c'est parce qu'on l'enfourne à un four préchauffé à 200 degrés et c'est la vapeur qui va faire pousser les couches successives. Voilà. Alors, un feuilletage ne lèvera jamais à four froid, quoi. Si vous le mettez à four froid, il ne lèvera pas. Le beurre va fondre un peu. Alors souvent, on a des recettes à la maison. Je pense à nos auditeurs qui ont peut-être déjà essayé de faire de la pâte feuilletée chez soi. C'est pas simple. Et j'imagine que chez vous, c'est plutôt des hommes ou des femmes, justement, qui travaillent la pâte feuilletée, parce qu'on l'a compris, c'est sportif. Ah bah voilà. Oui. Mais on n'a que des hommes parce qu'on fait quand même, on en fait 1 tonne par jour et la pâte est sur des chariots qui sont très lourds. Voilà, ça demande une force
une force quand même. Voilà. Ça demande beaucoup de manipulation de chariots très lourds. C'est une danse perpétuelle de rentrer, sortir des chariots du frigo avec des centaines de kilos de pâtes dessus, enveloppées, développées, étalées, pliées. C'est quand même très physique et très lourd. Donc voilà. Alors surtout la pâte François, et ça je le dis à nos auditeurs, il y a la pâte feuilletée, mais il y a aussi la pâte inversée. Alors, il y a la pâte inversée, oui. Ah, expliquez-nous ce que c'est. Là, on inverse le tout. La pâte inversée, en fait, c'est Pierre Hermé qui l'a, comment dire, fait connaître. Le célèbre pâtissier, oui. C'est Pierre Hermé qui forme ses pâtissiers à l'inversé. Je pense pas qu'il en ait la paternité. Je crois qu'à l'origine, ça s'appelle un feuilletage hollandais. En tout cas, c'est un vieux client à moi qui m'a dit ça. Puis même, j'ai fait des recherches, effectivement. Et là, en fait, il s'appelle le feuilletage inversé. Parce qu'on fait l'inverse. Au lieu d'emmitoufler du beurre de pâte, on emmitoufle de la pâte avec du beurre. Oh là là. Effectivement. Et effectivement, paraît impossible. Donc, quand on dit avec du beurre, en fait, on fait un beurre manié, c'est-à-dire une pâte à 72% de beurre qu'on étale et à l'intérieur de laquelle on va mettre une pâte plus sèche et on va l'étaler, on va la plier différemment. En fait, on donne pas 6 fois un tour. On donne un tour simple, 2 tours portefeuille, un tour simple. Voilà, bon, c'est un peu technique, mais tout ça pour vous dire que la technique de fabrication est différente, mais la principale différence de l'inversé, elle est un peu plus salée et elle a surtout 10% de beurre en plus. Elle est à 43% de beurre, quoi. Oui. Et donc, elle est très prisée des pâtissiers. Ça m'étonne pas. Le beurre de sel et de sucre, ça donne un croustillant. Et des consommateurs également, Claude François. Et des consommateurs qui sont contents d'acheter ces bons produits faits avec cette pâte François. Alors, il faut le dire, ces pâtes sont réalisées depuis 30 ans dans les règles de l'art à partir de matières premières d'exception. C'est aussi ça qui fait le succès de cette jolie maison familiale. Oui, il est évident que nous, ça fait 35 ans qu'on existe. On expédie par Chronofresh aux particuliers tous les jours. Et en ce moment, c'est la cohue. Oui, le beurre, c'est le beurre et la farine, les ingrédients, la matière première. Sachant qu'il n'y a que ça dans nos produits, il faut qu'on ait le meilleur de ce qui puisse exister sur le marché. Donc la farine, c'est une farine de type 30, c'est-à-dire une pure gruau, en fait, le plus pur du grain de blé, le cœur du grain de blé. Elle est faite en Beauce. Et voilà, c'est une farine qu'on achète ici, avec un moulin qui est à côté de chez nous. Et puis le beurre, on prend l'AOP Charente-Poitou, parce que pour la pâte feuilletée, c'est celui qui convient le mieux, parce qu'il est un peu plus sec que les autres. Et puis pour son goût merveilleux de noisettes qu'il garde après cuisson. Alors, donc on ne travaille qu'à l'AOP Charente-Poitou et avec notre farine type 30. Voilà, oui, c'est ça, un beurre d'AOP, des farines de qualité. Mais alors, je voulais qu'on dise un mot sur la naissance de cette belle entreprise, parce que votre père était charcutier traiteur, donc rien à voir. Et pourtant, c'est lui qui vous a formé, non? Qui vous a initié à cette pâte feuilletée. Oui, c'est lui, en fait, à l'origine, effectivement, papa était de 36 et il avait fait son apprentissage à Paris chez un grand traiteur dont j'ai oublié le nom, mais qui avait pignon sur rue à l'époque. Et mon père a fait tout à fait autre chose dans sa vie après, mais il avait toujours gardé en mémoire les heures qu'il avait passées à faire du feuilletage, la difficulté technique qu'il y avait à faire ça, le temps qu'on y passait, et puis le service qu'on pouvait apporter aux professionnels. Alors, parce qu'en fait, indépendamment du produit de qualité qu'on leur apporte, du fait qu'on travaille la pâte très lentement, on a une conservation de 30 jours sous vide et ça veut dire qu'à tout moment, un professionnel peut avoir du feuilletage frais dans son frigo qui monte. Voilà. Donc c'est ça le problème en fait, techniquement. Un restaurateur peut faire 2 kilos, 3 kilos de pâte feuilletée pour les 3-4 jours qui viennent s'il a une réservation, mais au bout de 3 jours, elle ne lèvera plus le cours. Hein. Oui. Mais alors comment vous avez eu cette idée, vous, de vous lancer avec votre frère et vous finalement de suivre cette idée de votre papa, de cette pâte feuilletée en fait, qui n'avait jamais vraiment concrétisé c'est mon père qui savait pas trop quoi faire de nous, en vrai, Quand on était 2 échecs scolaires cuisants, on ne savait pas trop quoi faire de nous. Et voilà, une rencontre aussi d'un autre garçon qui était plus âgé que nous, voilà, un fils de charcutier aussi qui voulait se mettre à son compte et qui un jour a dit à mon père moi, je vais me mettre à mon compte et je vais faire de la pâte feuilletée très bonne parce que ça fait des années que je vois mon propre père en faire. Il s'appelait Archambault d'ailleurs, monsieur Archambault qui était à Aubigné-sur-Ner
Il travaillait très très bien et c'est son fils qui a eu cette idée dès le départ. Et Marc a démarré avec nous, d'ailleurs on s'appelait Archambault. Et quand il a dit ça à mon père lui a dit mais tu as raison, je sais qu'il y a un marché à prendre là-dessus. Il avait raison. Au début, nous on avait 20 ans et au début ce sont eux qui ont mis le projet. C'est Marc et c'est Marc d'ailleurs et papa lui avait donné un coup de main, mais enfin bon il n'a jamais participé à l'entreprise. Donc c'est ce Marc Archambault qui a créé la société et il se trouve que pour des raisons personnelles, un an après il est parti. Et que nous, on s'est retrouvés avec mon frère, on avait 22 et 20 ans, tous les deux, avec la société qui était déjà lancée et qui marchait très vite, très bien. Voilà. Oui, et donc, aujourd'hui, c'est combien de salariés? C'est une dizaine de salariés, c'est ça? On est 12 là. Ouais. Et vous produisez combien de tonnes? Vous disiez 1,5 la semaine dernière, on a fait 17 tonnes, je crois que c'est notre record. Ah oui, j'étais loin, moi. C'est notre record. Oui, mais là, ils travaillent comme des fous. Voilà, on travaille. Les garçons, là, ils font des 70 heures par semaine en ce moment. Voilà, donc non, ça c'est pas tout le temps. Mais bon, en moyenne, sur l'année, on fait, 9 tonnes semaine, 8-9 tonnes semaine. Ouais. Mais effectivement, ça double aux périodes des fêtes, quoi. Et en même temps, ce monsieur Archambault dont les parents travaillaient dans la charcuterie, enfin traiteur charcutier également. Un très beau charcutier traiteur, voilà. Là, un petit village à côté de chez nous. Finalement, quand on pense au pâté croûte, réussir un bon pâté croûte, il y a le travail du charcutier, mais aussi le travail, entre guillemets, du boulanger. Enfin, cette pâte feuilletée est importante, là encore. Donc, on peut comprendre... Alors, le pâté croûte, c'est un peu particulier parce que la pâte du pâté croûte, alors on peut le faire, chacun bidouille sa pâte comme il veut, mais un vrai pâté croûte en viande, il faut une pâte solide et souvent il y a de l'œuf dedans. Ah oui. Donc nous on n'utilise pas d'œufs dans nos préparations, il n'y en a pas dans la société. Voilà, il faut une pâte quand même surtout pour de la viande, qui tienne la route et qui soit bien hermétique et bien lourde aussi. Hein. Oui, toujours lourde, des œufs, du beurre. À cause de la viande, du jus que peut rendre la viande, j'imagine. Si vous faites un pâté aux patates, comme c'est la spécialité ici, par exemple, on le fait à la pâte feuilletée. Alors, un dernier petit mot, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette interview. On pourrait vous écouter des heures parler, hein, Claude François. Vous êtes passionnante quand vous parlez de cette entreprise, de la famille. Juste un dernier mot, parce que ça, c'est important de le dire aussi à nos auditeurs. On le sait à quel point le beurre est important dans la préparation de la pâte feuilletée. Et ce beurre, il y a une vraie pénurie de beurre en France. Et en Europe. C'est une douleur aujourd'hui. Oh là là. Non, mais c'est important de le dire, parce qu'il y a de moins en moins d'éleveurs, c'est ça, de vaches laitières. Comment on explique qu'on a de plus en plus de problèmes à trouver du beurre? Ah nous c'est notre plus gros problème, hein. On peut pas se développer en fait à cause de cette pénurie. On refuse des clients tous les jours, hein. Ouais. Mais le beurre c'est parce qu'il y a une perte des éleveurs qui est ancestrale, qui est depuis 35 ans où on travaille. Il y a un élevage sur 4 qui disparaît tous les ans, quoi. Et donc on manque d'éleveurs. Ça, on va pas rentrer pour le débat. Mais enfin, non. Pourquoi on manque d'éleveurs? Mais on manque d'éleveurs. Les vaches produisent moins. À cause de la sécheresse, à cause de l'alimentation. Il y a une demande internationale qui s'accroît parce qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre et que l'exportation des produits... Quand on dit beurre, c'est le marché du lait. Hein. Oui, bien sûr. Donc, et puis le beurre français est le meilleur beurre du monde quand même. Oui, donc, il est très prisé, effectivement. On a les Japonais, les Chinois qui consommaient pas vraiment de beurre et qui en consomment de plus en plus. Oui. Et les Chinois qui sont devenus aujourd'hui des gros importateurs parce qu'ils veulent des beaux produits aussi maintenant. Et puis les Américains qui se sont remis à manger du beurre, ça fait 30 ans qu'ils n'en mangeaient pas. Donc il y a une demande supérieure à l'offre en fait. Voilà, donc l'urgence c'est d'espérer ne pas manquer de beurre et de pouvoir peut-être réussir à restructurer cette filière. En tous les cas, aujourd'hui la conséquence est qu'il y a une pénurie de beurre en France et en Europe d'ailleurs de manière générale. Il y a une réelle chute, il suffit d'aller voir des chiffres, il y a une réelle chute de la collecte nationale et c'est européen, c'est pas que français. Merci en tout cas Claude François. On pensera bien à vous quand on mangera notre galette des rois. On pensera à la bonne pâte François. Merci en tout cas d'avoir pris le temps d'échanger avec nous et je vous souhaite vous aussi de belles fêtes de fin d'année, même si elles viennent de se terminer, et surtout une belle année 2023. C'est ça que je vous souhaite avant tout. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Et nous voilà de retour dans C'est ça la France pour mettre en avant justement l'épiphanie, mais également les belles tables. On est en période de fête, on a envie de faire des belles tables, on a envie de bien recevoir. Ben justement, avec nous, une ambassadrice de la nappe française. Sud Radio, c'est ça la France. Nadine Gouello. Bonjour Nadine. Bonjour Nathalie. Artisane et fière de l'être, fondatrice de la nappe française, présidente du collectif Fabricants Made in Pays de la Loire. Vous êtes une véritable ambassadrice de ce savoir-faire français. Et je le dis à nos auditeurs parce qu'on se dit tout. On a l'occasion de se croiser sur les salons. Et Nadine, vous êtes toujours là avec votre collectif à défendre le textile français, les tisserands français, le savoir-faire français dans ce domaine-là. C'est important pour vous d'être présente dans tous ces salons. Ah oui, vraiment. Mettre nos matières premières en avant et confectionner avec ces matières premières, c'est vraiment un vrai bonheur, un vrai plaisir et de partager tout ça avec tout le monde. Oui. Est-ce que les Français, justement, prennent plaisir à faire de belles tables de Noël, à bien choisir leurs nappes, les différentes matières, les couleurs ? Alors oui, parce que nous les aidons, pour les personnes qui ne savent pas. Lorsque vous allez au restaurant, vous êtes toujours en admiration sur la table qui est mise. Et ben nous faisons la même chose pour les particuliers. Nous montrons nos qualités, nous montrons les mélanges de couleurs que l'on peut y mettre sur les tables en fonction de nos assiettes, en fonction de nos murs, de nos rideaux, etc. C'est un ensemble. Il faut aider le client. Oui, puis vous preniez l'exemple du restaurant. C'est vrai qu'en général, les arts de la table sont indissociables de la gastronomie. C'est-à-dire qu'on vous régale d'abord les yeux avec une jolie nappe, une belle décoration et ensuite les papilles avec le plat qui suit. Alors, pour Noël, pour Nouvel An, les Français ont choisi quel type de nappe, quel type de matière en général ? Alors cette année, aussi bizarre que cela puisse paraître, dites-nous. Le blanc et le naturel. Ah. Moi je suis une vraie traditionnelle de Noël, le rouge, le vert, le blanc, c'est vrai. Mais en plus de ces trois couleurs, il y a eu énormément de naturel. Le lin, 100% lin, et la toile de lin, 60% polyester, 40% coton. Ces deux matières se lavent très très bien, tout se lave très bien chez nous, mais elles se repassent ces matières. Donc après, il faut prendre un peu de temps suivant la grandeur de la table. Mais il existe la même chose en naturel, coloris naturel en polyester. Et ce polyester français, épais, ne se repasse pas. Et là, on a fait dans ces couleurs dites naturelles et blanc, on a cartonné avec ces trois matières. Ouais, nous, dès que ça se repasse pas, on est content. On va dire ça. Parce qu'en fait, le but du non-repassage, vous pouvez laver tout de suite la nappe le soir et la remettre le lendemain, puisqu'elle ne se repasse pas. Et elle sèche en moins de 2 heures. Il faut rappeler à nos auditeurs que les nappes en lin, l'autre côté positif de ces nappes, c'est que le lin est produit en grande majorité en France. Nous sommes les premiers producteurs au monde de lin. Oui, donc c'est vrai que ça permet aussi de mettre en avant une matière, une plante, une culture qui est présente sur le sol en Normandie et dans les Hauts-de-France essentiellement. Absolument, vous avez complètement raison Nathalie. Tout est, ça pousse, tout est fait en France de A à Z avec ces matières-là. Tout est confectionné, ça pousse, c'est tissé, c'est filé, c'est teinté de A à Z en France. Ah oui. C'est très important pour nous et tous ces vieux métiers de tisseurs nous le disent à chaque fois et ces personnes-là ne sont pas mises en avant directement, mais nous, grâce à nos confections, nous les mettons en avant, ces vieux métiers qui existent toujours et qui, j'espère, continueront à vivre longtemps. Oui, alors ce qui est intéressant avec justement ces métiers de l'artisanat, c'est l'histoire qu'il y a derrière chaque produit, que l'on aime mettre en avant, les hommes et les femmes qui travaillent justement à confectionner ces produits pour nous. Et dans votre entreprise, la nappe française, alors combien de corps de métier travaillent ensemble ? Alors les tisseurs, la coupe confection. Mais je dirais que c'est les tisseurs et après c'est la confection, parce que tout ce qui est repassage, emballage, c'est la même personne qui fait tout. Mais je veux dire, nous on reçoit nos rouleaux ou nos plaques de tissu directement du fabricant qui a tissé, qui a coloré.
Et après, nous, on transforme tout à partir du rouleau que l'on reçoit et avec la couleur que nous avons choisie. Donc le panel, il est nos limites. Je dirais, on a plein de couleurs. Mais le principal, c'est d'avoir de la belle matière. La belle matière, le beau travail français. Nous, on a des clients qui ne rêvent que de vivre avec du français. Et on a la chance d'avoir un salon où on se rend compte, vous l'avez dit tout à l'heure Nathalie, où on met tous ces métiers-là en avant. Le salon du Made in France. Le salon du Made in France, bien sûr. Fabienne Delahaye, que je salue. Joël Fournier, que je salue aussi. Notre président national de la Chambre des métiers et de l'artisanat. De la Chambre des métiers et de l'artisanat et des Pays de la Loire également. Ah oui, il est originaire des Pays de la Loire, c'est vrai. Oui, c'est aussi le patron de nos 5 départements des Pays de la Loire. Il nous met en avant et met en avant nos 100% français. Notre fabriqué en France, notre fabrication des Pays de la Loire. Et ça, je vais pas en perdre mes mots parce que j'adore expliquer cela, mais j'aime quand tout le monde, toutes ces personnalités se retrouvent ensemble pour parler de nous. J'adore ça. Mais alors, vous êtes président du collectif fabricant Made in Pays de la Loire. Oui. De tous les fabricants Made in Pays de la Loire, quel que soit le secteur d'activité ou uniquement dans le textile? Alors, toute activité confondue. Nous avons créé un collectif pour faire parler de nous et pour aller au salon du Made in France il y a plus de 5 ans. C'est ma 9e participation. J'ai assisté au 10e anniversaire du MIF Expo et c'était la 5e fois que nous emmenions une vingtaine d'entreprises des Pays de la Loire. En fait, il y a des années, j'ai été seule, moi, à ce MIF, en tant que ma société, et avec mon entrepreneuriat, je dirais. Et puis, en étant seule, j'ai rencontré 2-3 personnes en disant « Oh là là, tout le monde vient voir tout le monde sauf nous, parce qu'on est tout seul. » On est isolés. On est isolés. Donc, on a créé ce qu'on appelle le collectif fabricant Made in Pays de la Loire. Nous sommes aujourd'hui 67 entreprises, créateurs d'entreprises artisanales, qui font parler d'elles, mais grâce à ce collectif. Et en étant ensemble, c'est beaucoup plus simple, Nathalie. En étant ensemble, on fait parler de nous et de tous nos corps de métier. Vous avez de tout, de la girouette, des sacs à main, vous avez des montres, vous avez des... Oui, le point commun, c'est que vous êtes tous des artisans amoureux de votre métier et avec ce Made in France chevillé au corps. Donc ça, c'est très important de le dire. Oui. Et c'est l'occasion aussi de le répéter, c'est vrai qu'on le fait souvent dans C'est ça la France, d'inciter nos auditeurs à privilégier les circuits courts, les artisans dans le choix de leurs achats. Et je pense notamment justement au textile qui souffre beaucoup. Et bien voilà, quand on a des gens comme vous, Nadine, et j'imagine qu'il y a l'équivalent dans les autres régions de France, votre équivalent, et bien voilà, il faut privilégier ces beaux produits faits sur le territoire et en plus créateurs d'emplois locaux. Merci beaucoup Nadine Gouello. Je rappelle que vous êtes donc à la tête de la NAB française et président de ce collectif très dynamique des fabricants Made in Pays de la Loire. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Et il est l'heure de voir avec vous, Thibaut, notre dernier voyage au cœur du quartier des Célestins à Paris pour mieux connaître la garde républicaine. C'est bien ça qu'on fait aujourd'hui. Et oui Nathalie, on a déjà parlé des chevaux, de leur entretien, on a découvert le savoir-faire et les métiers indispensables comme celui de maréchal ferrant. On a évoqué les services d'honneur comme les escortes présidentielles. Et bien aujourd'hui, on va partir en patrouille dans les rues de Paris. Ah oui. Et oui, car la sécurité publique, c'est la mission principale du GCP, le groupe de cavalerie de Paris, l'unité qui m'a accueilli. Donc vous avez suivi la cavalerie en plein cœur de Paris? Oui, j'étais pas à cheval, mais je l'ai suivi. Je suis avec le maréchal des logis, Julien, qui s'apprête à partir en patrouille. Vous partez avec quel cheval? Alors je pars avec mon cheval d'affectation, donc Siffleur de Ness, qui est mon cheval depuis un an et demi. Et on va partir sur le secteur Notre-Dame-Panthéon, voilà, pour s'assurer que tout se passe bien sur le secteur et assurer la tranquillité des Parisiens. Voilà. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur votre équipement? Alors l'équipement, sur moi, en tant que gendarme, je suis équipé de mon gilet pare-balles. De mon armement qui est assez volumineux, voilà, parce qu'on emmène pas mal de matériel avec nous, puisqu'on doit être en mesure de réagir à l'imprévu de la voie publique. Donc on a notre arme de dotation, notre pistolet semi-automatique Six Hour. On emmène aussi tout ce qui est moyens radio pour communiquer avec nos équipages police qui sont à pied et qui viennent nous soutenir en cas de problème.
On a aussi tout ce qui va être moyen de télécommunication gendarmerie, ce qu'on appelle le néogendre, qui est un terminal téléphonique qu'on embarque avec nous en patrouille. Et après tout ce qui va être trousse de secours, puisqu'on est aussi compétent en termes de secourisme pour intervenir sur tout événement qu'on peut voir sur la voie publique. Donc voilà un petit peu pour moi ce que j'ai sur moi-même. Et sur le cheval ? Et sur le cheval, après le cheval il a son équipement de patrouille qui est un équipement adapté un petit peu de ce qu'on pouvait voir en termes de selle d'armes de nos anciens du temps des guerres napoléoniennes, mais juste adapté au goût du jour, donc avec des sacoches de patrouille qui nous permettent d'embarquer un petit peu de matériel, donc des grands conteneurs lacrymogènes par exemple, pour assurer notre défense ou la défense des gens qu'on doit venir protéger, des grands bâtons télescopiques de 83 cm qui nous permettent justement aussi de délivrer des coups si besoin sur un individu violent. Mais aussi, encore une fois, je peux emporter du matériel de secours sur un volume un petit peu plus important pour intervenir sur un petit peu plus de monde si besoin. J'avoue que je suis impressionnée là, Thibaut. Je n'imaginais pas un tel équipement. Alors, combien de temps durent ces patrouilles ? Les gardes, ils partent à plusieurs ? Comment ça se passe ? Alors, les patrouilles, elles durent environ 2 heures, mais ça peut varier en fonction des missions et aussi du cheval. Par exemple, pour les jeunes chevaux du régiment, il y a une sorte de montée en patrouille progressive pour les mettre dans l'ambiance parisienne de la manière la plus douce possible. Sinon, les patrouilles, elles se font à 2 minimum, voire 3 ou 4 en fonction des lieux. Là, on suit le maréchal des logis Julien, accompagné du garde Max. On va quitter le quartier des Célestins. Et allons-y. Et on entend la fanfare qui répète. Qu'est-ce que vous redoutez le plus dans la circulation là ici en plein Paris ? On redoute rien de particulier, on est juste attentif aux usagers parce que aujourd'hui les usagers ont perdu l'habitude de se déplacer à proximité des chevaux. Donc des fois sans s'en rendre compte, ils peuvent parfois nous mettre en danger. Donc nous, en tant que cavaliers et en tant que gendarmes, on reste attentifs à l'environnement, mais ce qui nous pose le plus de problèmes dans Paris, c'est le sol. L'évolution sur certains types de surfaces, je pense aux marais par exemple, où vous avez des trottoirs en granit mais qui sont extrêmement lisses, on va absolument éviter d'y aller dessus parce qu'on est sûr de glisser avec le cheval. Alors on a aussi, grâce au savoir-faire et au travail de nos maréchaux ferrants, réussi à adapter certaines ferrures de nos chevaux en mettant en place ce qu'on appelle des fers plastiques. C'est-à-dire que moi sur mon cheval, sur siffleur, je suis équipé d'une ferrure traditionnelle, mais sur cette ferrure, on a un revêtement particulier puisqu'on a un revêtement en gomme qui va nous permettre d'évoluer justement sur des surfaces sur lesquelles avant on ne pouvait pas aller. Là, vous venez d'intervenir auprès d'un automobiliste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, mon camarade m'a fait signe que cet automobiliste utilisait son téléphone au volant alors que monsieur est en circulation. Donc on s'est porté à la hauteur du véhicule justement pour faire un rappel sur le code de la route et s'assurer que monsieur circule en toute sécurité pour lui-même et pour les autres usagers et donc n'utilise pas son téléphone au volant. Mais là, je suis impressionné, Thibaut. Vous avez suivi la cavalerie à pied ? Oui, je courais derrière le cheval avec mon micro. Franchement, vous êtes doués. Merci beaucoup, Thibaut. Et ça, c'est pour vous, chers auditeurs. C'était le cadeau de Thibaut, cette garde républicaine. Désormais, vous savez tout sur cet endroit. N'hésitez pas d'ailleurs à saluer ces cavaliers si vous les croisez. Comme ça, vous penserez également à nous. Un grand merci à la caserne des Célestins d'avoir permis ce reportage. Merci beaucoup, Thibaut, pour cette belle découverte. Et belle année 2023. Bonne année, Nathalie. Merci. Bonne année encore à vous, chers auditeurs. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et bonne année également à Jamel, notre réalisateur. Merci, Jamel. Allez, bon dimanche à tous. Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.